Nous sommes dans Rosemont, la petite patrie. L'histoire de cette circonscription est intimement liée au développement du chemin de fer à la fin du 19e siècle. C'est ici qu'on va construire les locomotives qui vont ensuite parcourir le Canada. Jusqu'à 12 000 employés vont travailler dans ce qui s'appelle à l'époque les usines Angus. Le secteur a donc un passé ouvrier et populaire. Aujourd'hui, il est l'un des plus peuplés de Montréal avec 140 000 habitants. Si la population s'est embourgeoisée avec le temps, reste que le nombre de locataires y est très élevé. La crise du logement y est sévère. C'est une question qui est vitale ici dans le quartier. C'est à peu près 74 % des gens qui sont locataires. Il y a 3 000 ménages qui dépensent plus de 50 % de leurs revenus pour se loger. Alors qu'on considère que si vous dépensez plus de 30 % ça vous met dans une situation de pauvreté ou de risque de pauvreté. Les gouvernements conservateurs et libéraux se sont traînés les pieds pendant des années et là, aujourd'hui, on voit le manque de financement, le sous-financement du logement social depuis des années. Bien là, il nous éclate en pleine face en ce moment. On est vraiment dans une accélération de la spéculation, de la financiarisation qui a amené dans les dernières années, puis cette année particulièrement, des hausses de loyers très importantes. Et aussi, tout ce phénomène de spéculation fait en sorte que les propriétaires souhaitent faire davantage de rendement avec leurs immeubles, donc souhaitent aussi louer davantage plus cher, ce qui a amené nécessairement à ces hausses de loyers-là plus dispendieuses, mais aussi à des phénomènes d'éviction. Le phénomène qu'on appelle communément rénoviction n'est pas nouveau, mais depuis le début de la pandémie, il a pris de l'ampleur et est devenu un véritable fléau. C'est hallucinant. Puis ici, dans Rosemont, Petite Patrie, on en entend beaucoup parler. Des fausses rénovations qui servent en fait à tasser des gens. Il n'y a pas de succession dans le bail. Alors, le nouveau locataire, il est pris avec un nouveau bail, puis le propriétaire peut mettre à peu près le montant qu'il veut dessus. On est rendu, j'ai entendu, des 4,5 à 1 750 $ par mois. C'est des choses qui sont maintenant, qui apparaissent. Ça, là-dessus, il va falloir regarder avec la Société canadienne d'habitation et de logement qu'est-ce qu'on peut faire, mais il va falloir que le fédéral travaille avec le gouvernement du Québec et la Régie du logement. C'est eux autres principalement qui peuvent agir là-dessus, mais ça fait partie de nos propositions. C'est dans la plateforme Québec du NPD. Des immeubles au complet, des fois de 90 logements qui ont été vidés de ces locataires dans l'optique de louer beaucoup plus cher, et ce qui fait que ces locataires-là se retrouvent souvent des locataires vulnérables, donc des gens qui ont aussi des revenus qui sont à faible revenu, qui payaient peu cher pour leur logement, se retrouvent dans un marché où actuellement les prix sont incroyablement très élevés. On retrouve peu de logements qui sont abordables pour ces ménages-là. Ils ont peu d'alternatives sur leur marché puisqu'il y a un manque criant de logement social qui pourrait combler finalement ce problème-là pour eux. Et donc, ils se retrouvent à ne pas être capables de louer de logement. Ici, dans Rosemont, il y a un grand problème avec les logements. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent tout seules à la maison, surtout les personnes âgées, que les hausses de prix des logements, ça devient de plus en plus et que les personnes n'ont pas l'accès à les logements abordables. Que voulez-vous faire? Donc, pour moi, la construction de nouvelles habitations, des résidences communautaires pour les personnes les plus âgées, les plus vulnérables, les personnes de faibles revenus, c'est important. Et ce n'est pas le seul problème dans cette crise. Le volet de l'insalubrité aussi. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'insalubrité à Rosemont. Donc, il faut travailler très dur pour ça. Et faire quoi? Je sais qu'il y a des groupes qui sont en train de chercher des employeurs pour aider à ça. Mais moi, je voulais potentiel ces groupes, donner un budget, faire quelque chose pour améliorer. Alors, quelles sont les solutions et qui promet quoi? Petit tour d'horizon. Premièrement, il faut taxer la spéculation parce que ça n'a pas d'allure. Surtout en particulier dans Rosemont, la petite patrie, il y a beaucoup de Airbnb. Il y a déjà quelques règlements, mais il faut qu'on resserre ce genre de règlement-là parce que ça n'a pas d'allure. Avec une pénurie de logements, qu'on continue à avoir des Airbnb ou d'autres programmes ou enjeux comme ça qui contribuent justement à hausser le prix, à augmenter le prix ou à différents facteurs qui font en sorte que des citoyens et citoyennes n'ont pas accès au logement. Dès qu'on a pu investir dans ce sens-là, on le fait. Et les rénovictions, on a encore mis un plan de l'avant pour s'assurer que ça soit
ça soit vraiment banni, ces choses-là. Et aussi l'accessibilité. Parce que c'est beau d'un logement, mais d'avoir l'accessibilité aussi à une première maison, bien, on va faire en sorte que les jeunes ou les couples, des jeunes familles qui veulent vraiment avoir accès à une propriété, bien, puissent mettre de côté des sous pour pouvoir faire une mise de son appropriée. Mais les règles ne sont pas suffisantes, donc on le voit nécessairement. À Montréal, il y a eu quelques arrondissements, notamment l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, qui ont émis des règlements pour restreindre la possibilité d'agrandir, de réduire ou de transformer, par exemple, des maisons de chambre qui est un pas dans la bonne direction, mais clairement insuffisante pour protéger les locataires. Et donc, c'est pour ça que ça prend véritablement plus de lois. Vous faites poser des logements, des questions sur le logement abordable. Dans un parc, une rencontre est organisée avec des citoyens. La question du logement abordable est au cœur des discussions. Mais le pire, c'est ici à Maisonneuve-Rosemont, c'est le logement abordable. Moi, si je me fais mettre dehors, si je me fais évincer, c'est fini, terminé. Puis aussi, vraiment, là, encore une fois, dans l'ambiance de tout ce qui est économie sociale, d'avoir des OBNL et des coopératives de logement. Ça, vraiment, là, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, une des beautés, c'est vraiment la communauté. Là. Tout le monde c'est tellement vivant, tout le monde est bien, c'est comme un petit village, une petite famille. Puis l'économie sociale, ça va justement resserrer le tissu social, puis ça va permettre de justement avoir un meilleur accès à la propriété et au logement. On va mettre un programme vraiment concret, encore une fois, chiffré, de 1,4 million de logements qui vont être rénovés ou construits, mais ça va au-delà de ça. Il faut se rappeler que quand les conservateurs ont pris le pouvoir, ils ont complètement aboli tous les programmes dans ce sens-là. Alors nous, ce qu'on veut, c'est avoir sur 10 ans 500 000 logements sociaux et abordables construits au Canada. Ça veut dire 120 000 au Québec, puis la moitié de ceux-là dans les 5 prochaines années. Et on veut mettre l'accent sur les coopératives d'habitation puis les logements sociaux, qui sont vraiment des outils formidables pour sortir les gens de la pauvreté. Sauf qu'avec un taux d'inoccupation de 0 % dans la circonscription, il y a urgence d'agir. On l'a vu finalement le lendemain du 1er juillet, où il y a quand même eu un grand nombre de ménages locataires qui se sont retrouvés à Montréal sans logis. Et on est quand même 2 mois après le 1er juillet, même plus de 2 mois après le 1er juillet. Et le nombre est quand même très similaire aux ceux du 1er juillet, du nombre de personnes qui sont toujours sans logis à Montréal. Elles sont où ces familles-là? Elles sont où ces personnes-là en ce moment? Donc, plusieurs de ces ménages-là vont se retrouver chez leurs amis, chez des proches, des fois qui vont un peu... Certains vont même tomber dans l'itinérance cachée, donc ils vont dormir 1 semaine, 2 semaines chez des proches ou qui vont rester chez des proches jusqu'à temps qu'ils trouvent un logement. Je sens leur urgence, je sens leur détresse et c'est dans mes priorités vraiment premières. Le 21 septembre, si je suis élue, je peux vous dire que déjà, je vais mettre en œuvre tout ce que je peux pour mettre... les gens de Rosemont-la-Petite-Patrie dans un logement abordable. Est-ce que ces solutions seront suffisantes? Les comités de logement réclament depuis des années au moins 3 milliards de dollars par an au Canada. Pour Montréal, notre demande, c'est de 22 500 logements sociaux pour répondre aux besoins les plus urgents. Un autre thème s'est invité dans cette campagne cette année, c'est celui du contrôle des armes à feu. C'est un enjeu, évidemment, qui touche tous les Québécois, mais particulièrement peut-être les Montréalais, peut-être aussi les gens de Québec depuis, malheureusement, l'attentat à la mosquée. Il y a des armes, des fusils militaires, des armes d'assaut qui n'ont pas leur place dans nos communautés puis dans notre société. Ces armes-là, les AR-15, des choses comme ça, ne servent qu'à tuer des êtres humains, et beaucoup d'êtres humains très vite. Il n'y a aucun chasseur qui utilise ça. On ne tue pas un chevreuil avec une Kalachnikov. Donc, il faut interdire la vente et l'utilisation de ces armes-là. Montréal a eu droit à son lot de fusillades récemment. La violence des gangs de rue s'est fait sentir dans plusieurs arrondissements. Mais il y a une question qui ressurgit dans l'actualité, c'est le contrôle des armes à feu, parce qu'il y a eu des fusillades récemment. La position de votre parti n'a pas toujours été ou n'a pas toujours semblé très claire là-dessus. Quelle est votre position? Mais ma position, très particulièrement, c'est qu'il faut contrôler quand même les armes de feu. Parce qu'il faut contrôler toute la criminalité dans la ville, dans la province. Ça, c'est important. On ne peut pas avoir des événements comme ça passait, ça fait quelques années, dans la Polytechnique de Montréal, par exemple. On ne peut pas avoir des problèmes de ce type. Il faut contrôler. C'est bien qu'il y a des personnes qui sont chasseurs, qui ont son arme à feu, mais il faut qu'elles soient légalisées et pas
les armes qui sont dans les marchés noirs, il faut contrôler ça. Il ne faut pas que ça existe parce que la criminalité dans la ville, ça commence à monter et ça c'est dangereux, ça c'est pas bon. Au NPD, d'accord pour un programme de rachat obligatoire. Ce que les libéraux n'ont pas fait au gouvernement. Ils viennent de se réveiller, puis ils l'ont mis dans leur programme électoral. J'entendais Mme Joly dernièrement qui disait ça, pour enlever toutes ces armes-là de la circulation. Pour ce qui est des armes de poing, deux choses que nous, on met de l'avant au NPD. Il faut laisser... L'Assemblée nationale a demandé d'avoir le pouvoir d'interdire les armes de poing. On est d'accord avec cette revendication-là de l'Assemblée nationale, du gouvernement du Québec. Et puis, on veut mettre beaucoup plus d'emphase aussi sur stopper à la frontière l'importation de ces armes illégales-là, qui servent malheureusement à des fusillades. On le voit dans certains quartiers de Montréal. Vous parlez de Polytechnique. Évidemment, à Montréal, il y a vraiment une sensibilité aux armes à feu, pas particulièrement dans Rosemont, mais dans la ville en général. On a encore le souvenir de Polytechnique, évidemment. Et un événement comme Polytechnique, c'est pas de la criminalité, c'est autre chose. Mais le problème dans ce cas-là, par exemple, c'est l'accès aux armes à feu. Est-ce que vous voulez vous battre pour restreindre l'accès aux armes à feu? Ouais. Je me battrai pour que les personnes n'aient pas accès à las armes à feu. Ça, c'est tellement dangereux. Tellement dangereux. On sait très bien qu'ils sont sous la gouverne des lobbyistes des armes à feu au Canada. J'ai l'impression, ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent réduire le nombre d'armes qui seraient interdites. Alors que nous aussi, on veut revoir les 1500 parce qu'il n'y en a pas assez. Il y en a qui ne sont pas ciblés et qui devraient l'être. Nous, on veut étendre cette liste-là. Donc, deux directions complètement... aux antipodes. Aux antipodes. Puis, la réflexion doit aller un peu plus loin que ça. Oui, on doit avoir un meilleur contrôle des armes à feu. Il ne faut pas que tout le monde ait accès à ça, mais aussi, il faut qu'on fasse la prévention, puis aussi la guérison pour les personnes qui ont été touchées par ces enjeux-là. Il ne faut pas qu'on oublie les aspects plus psychologiques aussi. On ne peut pas dire que tout le monde est méchant, puis toutes les personnes qui font des fusillades, c'est... faut qu'on ait des sincères réflexions par rapport au système qu'on a en ce moment. Mais la position est la même. Puis en tant que candidate, je suis très fière qu'on soit pour une meilleure contrôle d'armes à feu. Aider la jeunesse, mettre des programmes en place, des travailleurs sociaux, aider les gens à ne pas nécessairement aller vers les gangs de rue. Ou, vous comprenez le genre de dynamique, qui n'est pas nécessairement un programme relié directement aux armes à feu, mais qui va faire aussi de la prévention. Le sport, bien, ça fait partie de ma vie. Donc, dans le sport, on a aussi de l'encadrement, on a aussi de l'écoute d'entraîneurs ou de parents, et qui occupent nos jeunes aussi à avoir des objectifs, des buts dans la vie. La persévérance scolaire, c'est autre chose aussi, qui fait en sorte que nos jeunes, quand ils sont à l'école, puis qu'ils voient de l'espoir, qu'ils voient un futur prometteur, ils sont aussi moins enclins peut-être à faire des choix moins judicieux. Donc, c'est toutes des choses que, comme politicienne, qui fait en sorte que je vais pouvoir mettre en place des choses concrètes dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Nancy Drolet est une ancienne médaillée, membre de l'équipe olympique canadienne de hockey, entrepreneur, massothérapeute. Elle est candidate pour le Parti libéral du Canada. Si vous êtes élu le 21, si les gens de Rosemont vous en parlent, vous allez leur dire quoi? Bien, encore une fois, hier, en conférence de presse, M. Trudeau a été clair. Notre position est vraiment d'interdire les armes automatiques. Pour ce qui est des armes de poing et tout ça, c'est encore une collaboration avec le municipal, avec le provincial, mais déjà, on a investi 1 milliard dans ce sens-là. Donc, autant comme politicienne que comme maman, que comme citoyens, citoyennes, c'est sûr qu'on est tous concernés et notre gouvernement a été clair depuis le début que nous, c'est tolérance zéro dans ce sens-là. Une conférence de presse au cours de laquelle Justin Trudeau dénonçait aussi la violence ambiante pendant cette campagne, lui qui en avait été victime la veille lors d'un événement en Ontario alors que des manifestants s'étaient mis à lui lancer des pierres. C'est pas un enjeu simple non plus, hein? Il y a des choses qu'on doit faire avec d'autres gouvernements comme les États-Unis, la contrebande, toutes ces choses-là. Mais c'est justement, c'est des leaders sérieux qui peuvent vraiment faire une différence et qui ont un plan. Que ce soit M. O'Toole ou M. Singh, ils n'en ont pas de plan.
Ils n'ont pas rien de concret. Encore là, c'est seulement M. Trudeau qui a dit hier ce qu'il allait faire, qui était vraiment chiffré aussi. Donc, je suis très confiante et oui, le jour 1, c'est vraiment aussi une de mes priorités de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Surly Pérez Hernandez, ingénieure civile, est arrivée de Cuba en 2012. Elle est candidate pour le Parti conservateur du Canada. Et quels sont les enjeux importants dans Rosemont? Et, pour moi, c'est la partie économie, comme tout le monde connaît. Après la COVID-19, il y a une vaste économie. La petite et moyenne entreprise, il y a beaucoup qui sont perdus, beaucoup de personnes qui ont perdu son travail, surtout la femme. Et pour moi, il faut relancer l'économie ici. Donc, donner un budget potentiel des petites et moyennes entreprises, potentiel à la femme, et donner formation professionnelle, et donner la facilité de, on dirait, potentiel à les nouveaux entrepreneurs qui commencent sa démarche pour faire son entreprise, surtout à couper un peu le temps qu'il faut, il faut avoir avec le gouvernement pour démarrer l'entreprise. Un de vos collègues journalistes, André Noël, avait écrit un bon article pendant la pandémie qui rappelait qu'après l'épisode du SRAS en 2003, il y avait un paquet de recommandations qui avaient été faites qui n'ont jamais été suivies. Donc, on n'était pas prêt pour l'équipement médical, on n'était pas prêt pour les capacités nationales de produire des vaccins qui étaient disparus, alors qu'évidemment, il allait en avoir une autre pandémie qui allait arriver. Alors, ça a été 0 degré de préparation. Alors, évidemment, c'était un peu broche à foin, là. C'est arrivé, puis là, il fallait tout inventer en même temps. Donc, dans les circonstances, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les informations qu'ils avaient, mais c'est une absence de planification et de préparation là, qui était flagrante. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement, que les libéraux ont été à la hauteur? Je pense que c'est important de lever notre chapeau. Gérer une pandémie, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si moi j'étais à la tête du pays, qu'est-ce que j'aurais fait. Personne ne le sait vraiment. Donc vraiment, chapeau au gouvernement d'avoir géré ça. C'était une première pour tout le monde. Toutefois, la pandémie en ce moment, là, on gère différentes situations. Il y a la vaccination, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a le retour au travail, il y a les écoles. Je vous avoue que dans la gestion de la pandémie, l'économie a pris un coup, entre autres. Puis on parle aussi de dette, parce qu'à chaque fois qu'on continue la PCRE, c'est un puits qu'on est en train de creuser. Là où on peut aider, par exemple, c'est d'avoir un ministère de l'Immigration à Ottawa qui est pas mal plus vite pour donner les visas, puis les permis, puis les résidences permanentes. Ça fait 1 an et demi que je fais des manifestations, puis je suis en contact avec divers groupes qui sont vraiment à bout de nerfs d'attendre avec des délais dépassés par Immigration Canada qui leur dit dans 3 mois, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir votre permis. Puis des fois, ça fait 12 mois, 15 mois, 18 mois. Puis non seulement les gens n'ont pas leur permis, mais en plus, ils ne se font même pas dire quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Alors, il y a des gens qui vivent dans des situations d'incertitude. C'est vraiment très dur à vivre d'un point de vue humain. Puis nous, comme société, bien, ça nous prive de gens qui seraient capables de contribuer. Alors, il y a un problème à Immigration Canada qu'il faut régler. Ça n'a aucun sens, les délais. Et les corrections qui doivent être faites vont être faites, mais c'est sûr que personne ne pouvait prévoir une pandémie mondiale. Et notre gouvernement a fait le choix d'aider vraiment les personnes. Et si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre sur la rue qui nous remercient d'avoir été là pour eux, et même aussi les entrepreneurs qui ont eu droit à des subventions salariales, qui ont eu droit à des prêts, qui ont eu droit à tout ça. Donc, je crois que de façon responsable, notre gouvernement a répondu à l'appel, mais évidemment, il y a des gens qui en ont abusé malheureusement. Mentionner, je pense que c'est important de suspendre la PCRE en premier. Vous pensez que ça réglerait une partie du problème? Ça ne réglerait pas l'entièreté du problème, mais ça va commencer un petit peu. Ça va aider pour qu'on puisse mobiliser le monde en ce moment au Québec. Ensuite, je pense que l'immigration, ça pourrait jouer un bon rôle aussi. Sofika Vetiyana Tazarma, dont la mère est originaire du Sri Lanka, n'a que 21 ans. Elle est candidate au Bloc québécois. Elle nous avait donné rendez-vous devant le collège Jean-Eudes, une institution dans la circonscription. Vous avez fait vos études ici. Pourquoi c'est important pour vous, ce collège-là?
Donc, dans le fond, il y a différents aspects. Il y a autant un niveau personnel en termes de croissance personnelle, mais aussi au niveau familial. Donc, ma mère est monoparentale, puis pour elle, m'envoyer à ce collège-là avec tous ces enjeux d'immigration, de femmes monoparentales, pour elle, ça représentait une manière de briser un peu son cycle, de pouvoir me donner une meilleure qualité de vie. Puis, comme c'est un collège privé, il y a des frais, il y a différents enjeux comme ça, puis ça faisait en sorte que, pour elle, si je passais à travers mes 5 années, je pouvais devenir une meilleure citoyenne, une meilleure personne. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. S'il y a une chose sur laquelle ces candidates s'entendent, c'est sur le fait que la partie ne sera pas facile dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Celui qu'elles tenteront de déloger, c'est Alexandre Boulris, en poste depuis une dizaine d'années. Il est en fait le seul survivant de la vague orange de 2011 au Québec. C'est sa 5e élection dans Rosemont. En 2019, il l'avait remportée haut la main avec plus de 49 % des voix. Il n'y a rien qui vous a découragé jusqu'ici. Vous avez décidé de continuer? Oui, parce que j'y crois. J'ai encore la flamme, la passion. J'aime représenter les gens du coin qui sont des gens formidables dans un quartier extraordinaire. Puis j'ai aussi cette volonté-là qui est portée souvent par une certaine indignation. Je suis très révolté face aux injustices, aux inégalités et très inquiet aussi de l'avenir de la planète avec la crise climatique. Donc c'est vraiment des motivations où à tous les jours, des journées, parfois où tu as besoin d'un petit coup de pied à quelque part là, pour y aller, mais ces enjeux-là, c'est quelque chose qui va tellement me chercher que ça me donne de l'énergie à continuer à faire les batailles, à faire les luttes. Mais quand même, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir parce que je suis ici pour tous et j'essayais de contacter avec les gens, de parler avec tout le monde, de ramasser des signatures pour arriver à poser ma candidature. Et j'ai trouvé que les gens me trouvent courageuse quand même, mais on avait l'empathie. On avait l'empathie, on s'en parlait, on a discuté plusieurs points. Et je pense que même si Alexandre Boulris c'est bien aimé ici, et ça fait longtemps qu'il est député, j'ai peut-être une bonne compétence. Est-ce que vous avez quand même espoir de gagner? Oui, certainement. Donc, M. Boulris, il est là à peu près presque une décennie. Puis j'aime dire qu'il faut toujours avoir du changement. Le changement d'une décennie, ça peut représenter quelque chose de beau, de nouveau, mais aussi, je suis une jeune femme de 21 ans, puis comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi sur la colline parlementaire. Moi, sur quoi je me concentre, c'est, en particulier pour Rosemont, mettons, je me concentre sur tout ce qui est environnemental, tout ce qui est conditions des aînés, puis la crise du logement. Donc moi, j'ai ciblé mes enjeux pour Rosemont, la petite patrie, il ne faut pas qu'on oublie la patrie, puis aussi ce que moi je suis capable de faire puis ce que je veux offrir. Les gens connaissent la médaille olympique, connaissent un petit peu peut-être l'entrepreneur, la conférencière qui a été dans les écoles, qui a été dans les entreprises, qui a été pendant la pandémie dans les résidences de personnes âgées pour aider avec l'armée en CHSLD. Donc, je pense que les gens sentent très bien que je suis une personne à l'écoute, de terrain, qui veut... J'avais le choix de faire beaucoup de choses dans la vie et j'ai décidé de me lancer en politique pour continuer à faire une différence réelle dans la vie des gens. Vous n'avez jamais été tenté de sauter la clôture ou d'aller voir un autre parti? Non. Je suis vraiment un homme de gauche, pur et dur, et qui est d'inspiration socialiste, vraiment la tradition ouvrière, syndicale, environnementale maintenant aussi. Je me reconnais pas dans d'autres partis politiques au niveau fédéral. Donc pour moi, je suis vraiment à la maison. Je suis bien, je suis confiant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'offres, par contre. J'imagine qu'il doit y en avoir régulièrement. Mais elles ont toutes été refusées. Le NPD, eux, ils vont faire leur campagne, nous, on va faire notre campagne. Mais le but, c'est pas de faire la politique de compétition, c'est vraiment de faire la politique collaborative. Donc, on veut... Au final, là, on n'est pas une course à la compétition. On veut représenter les citoyens et les citoyennes sur la colline parlementaire. De la politique collaborative, peut-être, mais n'empêche que le 20 septembre au soir, il n'y aura qu'un seul gagnant ou une seule gagnante. Et d'ici là, il faudra faire encore d'autres promesses, notamment sur la question de la crise climatique. Il y a urgence, on ne peut plus attendre. Les gouvernements conservateurs libéraux précédents n'ont pas fait assez. Et là, si on regarde le dernier rapport du GIEC, c'est alarmant.
on risque non seulement de dépasser le 1,5 degré qui avait été fixé par l'accord de Paris, mais il parle même de scénarios de 3, 4 ou 4 degrés et demi. Alors, ce qu'on a vu, là, les inondations, la sécheresse, les feux de forêt en Colombie-Britannique, ça va se multiplier, ça va arriver plus souvent, de manière plus intense. Parlons de la crise climatique. Avez-vous l'impression que le Canada fait suffisamment pour aider la transition? La réponse courte, ça serait non. On peut toujours faire mieux. Puis, je pense que souvent, on oublie, là, on dit « Ah, le Bloc québécois, bon, certains disent qu'on ne veut pas réaliser l'indépendance, certains disent qu'on veut réaliser l'indépendance, peu importe. » Quand on parle de Québec indépendant, on ne parle pas de s'occuper de notre dette climatique, s'occuper de nos enjeux climatiques, puis dire aux autres d'arrêter. Ce que le Bloc québécois propose, c'est, d'arrêter toute forme de subvention dans le pétrole. En ce moment, on est le seul parti ouvertement à être contre les pipelines Trans Mountain. Donc, avec ça, avec la fin de ces subventions-là, cet argent-là va pouvoir l'investir dans des énergies vertes, renouvelables. Vous savez que votre parti et le gouvernement ont été critiqués sévèrement pour avoir investi, pour avoir subventionné, pour avoir misé, on va dire, sur les pipelines et pour avoir dépensé finalement pour les énergies fossiles beaucoup plus que ce qui était annoncé. Oui. Comment vous répondez à ça? Bien, en fait, je réponds simplement que les gens comprennent qu'on est dans une période de transition aussi. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain les stations d'essence. On ne peut pas non plus arrêter du jour au lendemain l'utilisation du pétrole dans toutes sortes de produits dérivés. Donc oui, les gens pensent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas dans la bonne direction. » Mais en fait, c'est le contraire. Au niveau économique, on a une ressource au Canada et pourquoi pas l'utiliser justement à bon escient pour faire cette transition-là. Tout le monde, demain matin, voudrait que tout change, mais on sait que c'est dans la pensée magique, ça, que le NPD veut ça ou d'autres partis veulent ça. Nous, on a un plan concret. Les plus grands environnementalistes au Canada nous donnent une note de 8 sur 10 pour notre plan. Comme société, on est dépendant aux combustibles fossiles, mais dépendant comme un toxicomane est dépendant d'une drogue. C'est comme si on était accro. Alors là, il faut enlever ça, il faut faire un virage radical. J'ai été ébahi d'entendre Stephen Guilbeault dernièrement nous dire « Les gens ne sont pas prêts pour un virage radical ». Qu'est-ce qu'il faut pour être prêt pour un virage radical? Ça va nous coûter des vies et nos enfants vont vivre sur une planète qui va ressembler à un four. Une des excuses, c'est si on met fait aux pétrolières, on va avoir des pertes d'emploi. Mais c'est pas vrai parce que les énergies renouvelables, la beauté de ça, c'est qu'on va toujours avoir, ça va se renouveler. Fait qu'il va toujours avoir quelque chose à faire, il va y avoir du monde qui va pouvoir avoir du travail aussi. Électrification des transports. On veut que tous les transports en commun soient électrifiés d'ici 2030. Inciter les gens à avoir des véhicules électriques. Faire du Québec un pôle d'innovation pour des batteries qui seraient moins polluantes. On veut ici qu'au Canada, toute la production d'électricité soit carboneutre d'ici 2040. On veut prendre la Banque d'infrastructure du Canada, le 38 milliards qui dort là-dedans pour faire des projets en PPP qui coûtent cher aux gens, et les transférer dans ce qu'on va créer qui s'appelle une banque climatique. Une banque climatique qui va financer des projets qui vont réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qui vont réduire notre empreinte carbone, mais qui vont aussi être capables de créer des bons emplois dans les énergies renouvelables. Il reste bien peu de temps à cette courte campagne électorale, mais même après les débats des chefs et les tournées des candidats, les résultats sont difficiles à prévoir tant les électeurs canadiens semblent encore bien indécis. Pour CEPAC, Catherine Lafrance, dans Rosemont, la petite patrie.